Bonjour. Alors, bonjour Marine, Anaï, Antea, Clara, Erin, Eline, Meriem, Nicolas. Donc, vous pouvez mettre vos micros en muet et quand vous voulez prendre la parole pour poser des questions, vous pouvez du coup remettre votre micro. Alors, conversation. Je mets la petite conversation ici. Bonjour Fatima. J'attends encore 1 minute et après je commence. Donc, par exemple, Clara, est-ce que tu peux te mettre en muet, enlever ton micro, s'il te plaît? Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Petit retour déjà sur le devoir que le groupe 1 devait faire. Donc, je vous ai envoyé la correction ainsi que vos devoirs. Donc, c'était un texte un petit peu difficile si on n'avait pas le cours en tête. Mais si on avait le cours en tête, il n'y avait aucune difficulté particulière à ce texte. Donc vraiment, apprenez votre cours. Le groupe 2, n'hésitez pas à lire la correction que j'ai envoyée afin d'avoir un modèle pour faire les explications de texte, notamment pour faire l'explication du texte de Simone de Beauvoir. Alors maintenant, nous allons attaquer un nouveau chapitre. Donc c'est le chapitre 8, si je ne m'abuse. Il faut couper son micro, ouais, voilà. Donc le chapitre 8, avons-nous un libre arbitre? Alors comment est-ce qu'on va faire? On va se voir aujourd'hui et jeudi, 40 minutes. Vu que c'est rapide, 40 minutes, parce que je ne veux pas vous asséner de cours en ligne. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais aller assez rapidement, mais quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous allez m'interrompre pour me poser des questions. L'objectif du chapitre, c'est de comprendre l'objectif de cette session. Après, je vais vous envoyer taper le cours. Donc maintenant, vous pouvez prendre des petites notes, mais l'objectif, c'est pas de prendre tout en notes. Et par ailleurs, je vous mettrai cette session accessible en enregistré. Là, j'enregistre le cours. Alors, c'est parti pour « Avons-nous un libre arbitre ?» Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Dans la vie de tous les jours, on fait des choix. On fait des choix et on a l'impression d'être libre de faire ces choix. On a l'impression d'être auteur de nos choix. C'est pour cela qu'on va se demander si on a vraiment un libre arbitre. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre quand on prend une décision, c'est pas une illusion, c'est pas faux. Alors, objectif du chapitre, bon, ça, je vous le mettrai dans le compte rendu. Mais donc les auteurs, juste qu'on va découvrir et redécouvrir: Descartes, Platon, d'Holbach, Damasio, Bourdieu, Freud, Spinoza. Donc Bourdieu et Freud et Descartes, en fait, on a déjà vu les textes qui nous aident à répondre à la question. Donc ça, on ira rapidement. Bonjour Carla, bonjour Inès. Alors, avons-nous un libre arbitre? Déjà, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? C'est un des sens du mot liberté. Alors, le mot liberté, il a plusieurs sens et donc ça en fait partie. La liberté, c'est le fait d'être maître de sa vie.
Le libre arbitre maintenant, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la volonté non contrainte. C'est la faculté de choisir un jugement ou une action sans aucune cause. Donc ça serait un pouvoir qu'on a en nous de choisir, sans que rien ne nous détermine à choisir. Sans qu'il y ait une cause, voilà, qui nous pousse, qui nous force à prendre une décision. Donc voilà, je vous donne, un exemple pour bien comprendre ce que c'est. L'expérience du libre arbitre, c'est quand je la fais tous les jours, en fait. Quand je choisis de boire ou de manger, quand je choisis le chemin pour rentrer chez moi, je fais l'expérience de mon libre arbitre. Ma volonté va choisir de prendre le chemin le plus court, mais elle pourrait très bien choisir de prendre le chemin le plus long. Donc c'est intéressant cet exemple parce que le libre arbitre, il nous permet de choisir le mal. Donc par exemple, je sais que, frapper c'est mal, mais parce que j'ai un libre arbitre, je pourrais choisir si j'en ai un, de taper quelqu'un. Je sais que prendre le chemin le plus long pour rentrer chez moi, c'est irrationnel, mais parce que j'ai un libre arbitre, je peux choisir le chemin le plus long. Ou voilà, je sais que, j'aime pas, je sais pas, les épinards. Ça va contre mes intérêts d'en manger, mais je peux choisir de le faire grâce à mon libre arbitre, si j'en ai un. Le libre arbitre, ça s'oppose, le fait de qu'il y ait un libre arbitre, ça s'oppose et vous allez le voir dans la correction sur Bourdieu, ceux qui ont le quiz vendredi. Ça s'oppose à une notion qui s'appelle le déterminisme. Alors qu'est-ce que c'est le déterminisme? Donc ça, c'est une notion importante. C'est une doctrine philosophique suivant laquelle tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Donc le déterminisme, ça consiste à penser que tout a une cause, si vous voulez. Donc par exemple, si les choses se mettent en mouvement, c'est pas le hasard, c'est pas un miracle, c'est qu'il y a une cause juste avant. Et de même, du coup, dans la d enfin, les gens qui sont contre le libre arbitre, ils vont dire: «Bah, en fait, dans toutes mes décisions, derrière toutes mes décisions, il y a une cause». Alors les déterminismes, il y en a de différents types. Le plus simple, c le on va dire le principe déterministe le plus réducteur, c'est, ce qu'on appelle le déterminisme physique. Alors, est-ce que la petite fleur peut couper son micro? Merci. Merci petite fleur. Donc le déterminisme, donc là, ce sont les éléments de la matière qui détermineraient la pensée et les choix. Si j'applique le déterminisme physique, c'est le fait que, bah, tout dans le monde est causé par de la matière et appliqué, à mes décisions, ça voudrait dire qu'en fait, c'est, des atomes de mon cerveau qui déterminent mes choix. Il y a un autre déterminisme, c'est le déterminisme biologique. On pourrait dire ce sont les éléments corporels, notamment cérébraux. Donc là, ça se joue au niveau neuronal, c'est pas les atomes, c'est vraiment les neurones, c'est, la matière grise et cetera qui déterminent nos pensées et nos choix. Il y a aussi une notion, du coup là, vous voyez, je change d'échelle, je vais un cran au-dessus. Il y a le déterminisme psychologique, c'est le fait de dire que ce sont des composants psychologiques et leurs mécanismes qui déterminent nos pensées et nos choix. Par exemple, Freud, c'est un déterministe psychologique. Il pense qu'il y a voilà, que c'est, notre inconscient et cetera qui détermine nos pensées et nos choix conscients. Et il y a un déterminisme social, ce sont les groupes sociaux dans lesquels on s'insère qui, déterminent, nos pensées et nos choix. Donc là, par exemple, Bourdieu, vous avez vu, les groupes sociaux déterminent notre habitus qui détermine nos pensées et nos choix. Donc on peut être juste déterministe social, sans se dire qu'il y a un déterminisme psychologique, biologique, physique. On peut être juste psychologique, juste biologique, juste physique, ou on peut être tout à la fois, d'un point de vue philosophique. Alors, je reformule ma question. Existe-t-il, donc le libre arbitre existe-t-il? Ou notre volonté est-elle déterminée? Ou je peux le reformuler autrement, on se demande si le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité
indéterminé de choisir que l'on ressent en nous dès qu'on prend une décision est un pouvoir que nous possédons vraiment, ou bien au contraire si elle n'est qu'une impression qui ne renvoie à aucune réalité. En d'autres termes, est-ce qu'on fait vraiment des choix ou est-ce qu'on est des machines? C'est comme ça que je pourrais reformuler la question. Des machines, mais conscientes. Je suis au courant des décisions que je prends, mais en fait, j'ignore tout le mécanisme qu'il y a derrière, mais il y en a un. Alors, le problème. Comment est-ce qu'on pourrait fabriquer le problème? Déjà, on peut se dire, bah, on ressent en nous le libre arbitre. On a l'impression de faire des choix, parce que, on a envie de les faire et qu'on pourrait très bien faire d'autres choix. On pourrait se dire aussi, bah, en plus, on est des esprits. Là, on est des esprits distincts du corps, distincts de la matière et en cela donc c'est ça que je vous ai illustré avec le petit bonhomme ici, on a des idées et on voit bien qu'elles sont distinctes de notre corps. Et donc que cet esprit indépendant du corps peut prendre des décisions indépendamment de lui. On n'est pas soumis, comme la matière, à la causalité. Mais en même temps, donc là, c'est l'idée qu'on a un esprit à gauche. Mais en même temps, quand on voit bien donc là, si vous voyez sur cette image, pour nous faire réfléchir à l'existence de l'esprit, donc c'est une image tirée de la série Sex and the City où vous voyez 4 jeunes femmes qui sont en train de rigoler. Alors pourquoi sont-elles en train de rigoler? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'elles ont des petits verres et des petits verres qui n'ont pas l'air d'être de l'eau. En fait, elles ont bu de l'alcool et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on prend des substances chimiques, donc comme l'alcool, ça modifie le mécanisme cérébral et bizarrement, ça modifie nos pensées. Donc on pourrait se dire: «Mais ah ouais, mais en fait, ça veut dire que ma pensée, elle elle est le produit du cerveau, en fait». Et donc ça marche avec l'alcool, mais ça marche avec la drogue, c'est le même principe. Ça marche, il faut envoyer, il faut, quand Alors tu tapes le lien, je il faut t'entends Souleymane, si c'est bien Souleymane qui parle. Je ne sais pas qui parle. crois que c'est Samson. Ah, c'est Samson. ah merde, désolé. Ah oui, merde, dis donc. Donc, voilà, on peut se dire: «Ah mais en fait, voilà, c'est notre cerveau qui, produit nos pensées». De même, là, je vous ai mis, la couverture d'un film qui s'appelle, Amour, où c'est l'histoire d'une dame que vous voyez ici, qui en fait est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? C'est la perte de la mémoire, mais c'est la perte de la mémoire liée à la destruction, à l'érosion de certaines, parties du cerveau. Donc à première vue, on a un libre arbitre parce que, on ressent qu'on a ce pouvoir de choisir et en plus on est des esprits, distincts de la matière et donc non soumis à la causalité physique. Mais en même temps, ou cependant, en fait, comment comprendre que, nos pensées soient influencées par notre cerveau? Est-ce que nous avons vraiment un esprit? En fait, ne sommes-nous pas finalement notre cerveau qui, lui, est forcément soumis aux lois physiques? Et en ce cas-là, ça voudrait dire que nos pensées, en fait, même si j'ai l'impression que je les choisis, même si j'ai l'impression de prendre des décisions, en fait, elles sont le produit de mécanismes physiques et de mécanismes biologiques. Alors, en jeu, à quoi ça sert de réfléchir au libre arbitre? À quoi ça sert de réfléchir à cette question? Si j'ai un libre arbitre, donc on a dit ça nous permet de choisir le mal, ça nous permet de choisir des choses irrationnelles, ça nous permet de choisir des choses contre notre intérêt. Nous, là, si je zoome sur l'idée que ça nous permet de choisir le mal, comme le souligne du coup le philosophe Augustin, si j'ai un libre arbitre, ça fait que nous sommes responsables de nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Donc ça, pareil, c'est un terme à connaître. Être responsable, ça veut dire assumer la conséquence de nos actions. Et donc, ça veut dire qu'on peut être jugé pour ça. Ça veut dire qu'on peut être condamné, et dire, voilà, être, jugé méchant ou être condamné,
voilà, être puni quoi et être, voilà. Sans libre arbitre, je n'ai pas ce qu'on appelle de liberté morale, donc pas de responsabilité. Nous sommes ce qu'on appelle des machines conscientes, j'ai oublié un S, vous pouvez le rajouter virtuellement. Et donc une des conséquences, c'est quand on condamne quelqu'un, voilà, par exemple parce qu'il a commis un crime. Est-ce que, est-ce qu'il est responsable de ses actes et donc on l'accuse et on le blâme moralement? Ou est-ce que l'objectif de le juger, c'est plutôt de mettre les personnes nuisibles pour la société hors d'atteinte sans dire: «Ah, tu es un gros méchant d'avoir tué». Et il y a cette idée-là très forte. Et puis même, on peut se dire, mais sans libre arbitre, pas sans liberté morale, sans libre arbitre, quel est le sens de nos vies? Ah ouais, enfin, c'est bizarre du coup, si en fait, c'est pas nous qui prenons des décisions, mais si c'est notre cerveau, si c'est nos atomes, si c'est nos neurones, bon bah OK, à quoi ça sert de vivre en fait? Alors, on va examiner du coup la première réponse. Nous sommes un esprit distinct du corps, donc nous avons un libre arbitre. Juste, est-ce qu'il y a des questions sur l'introduction ou ça va? Ça va? OK. Alors, nous sommes un esprit distinct du corps, donc nous avons un libre arbitre. Ah oui, juste aussi, pardon, dans les enjeux, c'est intéressant parce que, dans la responsabilité, on peut aussi du coup, aller plus loin en disant, bah, ceux qui, je sais pas, ceux qui, réussissent pas à l'école, bah, on peut dire: «Ah bah, c'est leur libre arbitre. Vous êtes responsable de pas réussir à l'école». Alors que si on se dit qu'en fait on est déterminé, bah, non en fait, il faut pas blâmer les gens pour leur non réussite à l'école, mais plutôt essayer de comprendre genre pourquoi? Quelles sont les causes qui ont fait qu'ils ont pas réussi à l'école? Et pas les blâmer en disant: «Ah bah voilà, bah tu mérites du coup, de pas avoir ton bac, tu mérites, de pas avoir, le travail de tes rêves» et cetera. Et ça d juste, du coup les partis politiques en fait ils se prononcent sur l'existence du libre arbitre ou pas. Donc, bah, je vous laisse réfléchir et puis on en parlera en classe. Quel parti, politique pense qu'il y a un libre arbitre et quel parti politique pense qu'il y en a pas? On en parlera du coup la semaine prochaine. Alors, pardon, je reviens au grand 1. Nous sommes un esprit distinct du corps, donc nous avons un libre arbitre. Alors ici, on va retrouver, notre ami, Descartes. On va, les pensées se découvrent en premier. Donc ça, c'est notre premier argument avec Descartes et le discours de la méthode. Là, je ne refais pas le texte, on l'a déjà étudié. Le texte, vous l'avez au chapitre 3 qui s'appelle «La vérité existe-t-elle?». Donc je rappelle ce que dit Descartes dans ce texte. Il essaie de trouver la vérité, il se dit: «Bah, après avoir douté de tout, pour trouver la vérité, il faut douter de tout et puis voir s'il y a un truc qui résiste au doute. Il faut être sceptique pour voir si on peut sortir du scepticisme». Et donc, je vous rappelle, il doute du monde extérieur, il doute de ce que lui montrent ses sens, il va même douter des vérités mathématiques. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre: «Je pense, donc je suis». Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi ça nous intéresse dans ce cours-là? Parce qu'en fait, donc le «je pense, donc je suis», donc c'est ce qu'on appelle une évidence. C'est une vérité qui s'impose à nous sans argument, une vérité qui saute aux yeux. C'est la racine latine, c'est vidéo, je vois, comme dans cassette vidéo, même si vous ne connaissez pas les cassettes vidéo. Donc c'est ce que je vois, qui s'impose à moi, ce qui saute aux yeux. Alors pourquoi c'est intéressant ce «je pense donc je suis»? Parce que Descartes en conclut que nous sommes des choses pensantes, c'est-à-dire des esprits, distincts du corps. Le corps, c'est quoi? C'est un ensemble d'organes, fait de matière et cette matière est soumise aux lois physiques. Vu qu'on découvre dans notre démarche de connaissance les pensées, le fait qu'on est une chose pensante, eh bien, Descartes en conclut que cette chose pensante que nous sommes est distincte du corps.
Et donc ça veut dire que l'existence de notre esprit est plus sûre que celle de notre corps. En fait, on pourrait très bien être des esprits sans corps, juste on imagine le monde là, mais en fait, c'est qu'un pur produit de l'imagination, mais en fait, on n'est que notre esprit. Alors, quel lien avec le sujet? Ça veut dire que notre esprit, nous sommes un esprit et en tant qu'esprit distinct du corps, il n'est pas soumis aux lois physiques puisque, il est d'une nature différente que la matière. Il est d'une autre nature que la matière. Voilà, je vais ess vous pouvez m'interrompre, hein, si vous avez des questions. Alors ensuite, argument B, évidence du libre arbitre. Donc non seulement on a un esprit qui est pas soumis aux lois physiques, mais en plus, bah, c'est évident qu'on prend des décisions de manière, libre, que notre volonté, n'est pas commandée. Alors pour cela, on va voir un deuxième argument de Descartes dans un autre livre qui s'appelle Principe. Bon, ça s'appelle Principe de la philosophie, mais vous pouvez l'appeler Principe. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce texte? Il nous dit que la liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. Donc la liberté de notre volonté, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre se connaît sans preuve, par la seule expérience que nous en avons. Donc sans preuve, ça veut dire que c'est une évidence. Voilà, regardez, il dit: «Au reste, il est évident que nous avons une volonté libre qui peut donner son consentement ou ne pas le donner quand bon lui semble, que cela peut être compté pour une de nos plus communes notions». En fait, il invoque ce qu'on appelle l'argument de l'évidence. L'évidence, je rappelle, c'est une vérité qui saute aux yeux, qui est incontestable. Bah oui, en fait, quand on prend des décisions, on le sent. On le sent de manière évidente, ça nous saute aux yeux qu'on pourrait très bien choisir autre chose. Oui, j'ai pris la glace au chocolat, mais en fait, j'aurais très bien pu prendre la glace à la vanille. C'est évident. Heu, pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple du de l'âne de Buridan. Alors, bah, Wassim, il faut poser les questions à l'oral. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ou par écrit? Je vais vous envoyer le cours tapé, mais là, il faut me poser des questions, c'est ça l'objectif, pour bien comprendre le texte. Enfin, pour bien comprendre le cours. Bon, manifeste-toi quand tu veux, Wassim, mais manifeste-toi. Donc l'exemple, qu'on connaît tous, c'est l'exemple de l'âne de Buridan. Donc l'âne de Buridan, c'est, une expérience de pensée, c'est un âne qui n'existe pas, qui a été inventé par, un monsieur qui s'appelle Buridan. En fait, c'est un âne qui, a faim et qui a soif et qui, arrive pas à choisir entre, manger et boire. Il n'arrive pas à choisir et du coup, en fait, il meurt de faim et de soif. Et bah, voilà, nous, il est en plein libre arbitre, en fait. Il est dans ce qu'on appelle en économie, peut-être que vous avez vu ça, il est sur sa courbe d'indifférence. Bah, on le ressent bien, en fait, le libre arbitre, nous aussi, quand on est face à 2 choix indifférents. «Ah, tu veux des pâtes ou du riz?» «Bah, en fait, je sais pas». Donc on voit bien qu'on en fait, on va choisir au hasard et on le sent bien qu'on a un libre arbitre qui choisit sans raison, le pâte ou le riz. Bon voilà, on est dans la situation de l'âne de Buridan qui, doit choisir entre la faim et la soif. Alors, suite à cela, je voudrais faire une petite remarque. Enfin, je vais faire, oui, est-ce que j'en fais une ou 2? Je crois que j'en fais 2 en fait des remarques. Alors première remarque, donc ça prolonge l'idée que nous sommes un esprit. On peut essayer d'approfondir le lien entre l'esprit et le corps. Du coup, qu'est-ce qu'on est exactement? Eh bien, on peut se dire qu'en fait, notre corps, c'est l'habitat de notre esprit. C'est, là où habite notre esprit, sur terre, mais qu'il le piège. Donc effectivement, quand on est sur terre, pour exister, on a besoin du corps et sans doute qu'après la mort, justement, si on est un esprit, bah, on n'a plus besoin du corps et l'esprit, existe, on ne sait où, mais il continue d'exister, sans doute qu'il est immortel. Mais sur terre, notre corps piège notre esprit. Alors c'est une idée qui a été développée par
Platon dans le Phédon, avec, Socrate. Alors le Phédon, c'est un très, très beau texte que je vous recommande, qui est sur la mort de Socrate. Alors je vous rappelle, Socrate, c'est le père des philosophes et il a été, voilà, je vous rappelle, il philosophait sur l'agora, notamment avec les jeunes et donc il faisait, se questionner, beaucoup de jeunes gens sur ce que leur avaient dit leurs parents et du coup, il dérangeait pas mal, ne les parents et il s'est fait condamner à mort et donc le Phédon, c'est sur son dernier jour. Voilà, c'est sa mise à mort et du coup, justement, c'est l'occasion pour Socrate de réfléchir avec ses amis sur la mort et lors de ce texte, il va parler, voilà, il va parler de l'âme et du corps. Donc de l'âme ici, esprit, on ne sépare pas les 2. On peut les employer comme synonymes. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: «Tant que nous aurons notre corps et que notre âme sera embourbée dans cette corruption, jamais nous ne posséderons l'objet de nos désirs, c'est-à-dire la vérité.» Alors, qu'est-ce qu'il veut raconter? Il dit: «Tant que notre esprit», donc cette part immatérielle, heu, que nous sommes, siège des pensées, sera dans le corps, donc dans, cette enveloppe charnelle faite d'organes, nous serons embourbés dans cette corruption. Alors, qu'est-ce que c'est la corruption? C'est quelque chose qui, abîme. Donc qu'est-ce que dit, Socrate dans cette première phrase? Il dit en fait: «Tant que nous sommes sur terre, l'âme a besoin du corps et en fait, elle va être forcée d'être abîmée par le corps et elle va être abîmée par le corps en fait, de ce fait, elle pourra pas chercher ce qui est propre à sa nature, c'est-à-dire la» oui Marine, merci pour ces petits dessins. C'est-à-dire la vérité. Alors oui, effectivement, si en fait notre vraie nature, c'est d'être un esprit, bah, les choses sensibles, les plaisirs de la vie, en fait, c'est pas ça où est le vrai intérêt de l'existence. Le vrai intérêt de l'existence, il est dans le fait de cultiver son esprit et qu'est-ce qui, pour, Platon, permet de cultiver son esprit? C'est trouver la vérité, c'est quelque chose de spirituel. Alors pourquoi est-ce que le corps, c'est un obstacle, c'est une corruption pour l'âme? Alors tout d'abord, il dit: «Car le corps nous oppose 1000 obstacles par la nécessité où nous sommes de l'entretenir.» Premier obstacle contre, le véritable bonheur de l'esprit, c'est quoi alors la nécessité où nous sommes de l'entretenir? C'est tout simplement les besoins. Bah ouais, en fait, quand tant quand on est sur terre, on a des besoins. On doit manger, on doit boire, on doit dormir. Alors tout ça, ça prend du temps et donc tout le temps qu'on utilise pour nos besoins et c'est du temps perdu pour notre esprit, pour prendre soin de notre esprit. Là, on peut faire un lien avec le cours sur le travail. Vous vous souvenez de la critique du travail? Et ben, en fait, elle rejoint cette idée-là. Le travail, ça redouble les besoins. Donc non seulement je dois passer du temps à manger, boire, dormir, mais en plus, je dois passer du temps à faire des activités pour pouvoir manger, boire et dormir. Donc le travail et la satisfaction des besoins, c'est 2 obstacles contre le soin de l'âme. Deuxième obstacle contre le soin de l'âme et avec cela, les maladies qui surviennent et troublent nos recherches. Donc effectivement, le corps, il est soumis aux maladies. Là, on le voit bien avec le virus, mais voilà, on est soumis à la matière et la matière, elle peut s'abîmer par toutes les maladies et du coup, il y a Léna et Lina qui avaient fait leur podcast, là-dessus, enfin sur la souffrance, vous pouvez voilà, mettre en lien votre texte avec, votre réflexion avec, ce texte de Platon. Et ah oui et juste les maladies, c'est intéressant pour 2 raisons. Donc à la fois, quand on est malade, on n'a pas la tête à penser, hein, on doit vraiment être patient. Donc qu'est-ce que ça veut dire être patient? C'est prendre du temps, pour, que notre, corps, aille mieux et aussi ça trouble un peu l'esprit.
ça embobine l'esprit, voilà, on n'est pas bien, quoi, dans notre tête quand on est malade. Alors c'est intéressant d'ailleurs ça, parce que peut-être que le fait qu'on n'est pas bien, dans l'esprit quand on est malade, c'est peut-être un argument contre l'existence de l'esprit. Alors ensuite, qu'est-ce qui est gênant dans le corps? C'est qu'il nous remplit d'amour, de désir, de crainte et de mille imaginations et de toutes sortes de sottises, de manière qu'il n'y a rien de plus vrai que ce qu'on dit ordinairement, que le corps ne nous mènera jamais à la sagesse. Donc il nous remplit d'amour, de désir, de crainte. Alors là, c'est intéressant, le troisième obstacle, ce serait, ce qu'on avait appelé dans le cours sur le bonheur les passions. C'est tous les sentiments, tout ce qu'on subit, qui, voilà et bah, comme voilà, comme l'amour, les désirs, la peur, la colère, enfin donc ça serait nos sentiments, mais aussi nos émotions. Donc tout ça pour, Platon, ça vient du corps. Ça vient du corps et ça, bah, pareil, en fait, ça nous fait croire, ça nous détourne du soin de l'esprit. Alors pourquoi? Parce que ça nous fait croire que, bah, ce qui est intéressant de chercher sur terre, bah, c'est les plaisirs. Voilà, les désirs, souvent, c'est les plaisirs du corps. Voilà, aller prendre un café avec ses amis, aller faire du foot, aller au cinéma et en fait tout ça, bah, c'est là, en fait, selon Platon, hein, on ne fait que prendre soin du corps, au lieu de cultiver notre esprit. Et là, la perversion aussi de ça, c'est que non seulement ça nous fait perdre du temps en faisant ça, mais en plus ça nous fait croire que c'est plus important que chercher la vérité, selon Platon. Voilà et du coup, il conclut en disant qu'il est donc démontré que si nous voulons savoir véritablement quelque chose, il faut que nous abandonnions le corps. Il est donc certain que le véritable philosophe s'exerce à mourir et que la mort ne lui est nullement terrible. Donc là, ce que Platon dit à la fin, c'est que, bah, en fait, le vrai soin de l'âme, sans doute qu'il consiste dans la mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, mourir, c'est détacher son esprit du corps. C'est détacher son esprit du corps et c'est du coup lui permettre d'exister sans être troublé par les besoins, les maladies et les désirs et les émotions. C'est voilà, alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça, c'est, une vision de l'existence qu'on retrouve dans les religions. En fait, effectivement, les religions pensent que nous sommes bien un esprit distinct du corps et que, bah, en fait, on est, soumis, de par notre corps, à plein de, tentations qui, nous détournent du vrai soin de l'esprit. Donc, vous voyez les 7 péchés capitaux? Alors, qu'est-ce que c'est les 7 péchés capitaux? L'avarice. Donc l'avarice, c'est, le goût, pour l'argent, le fait de vouloir garder son argent pour soi. La colère, donc la émotion, l'envie, donc pareil, ça c'est une émotion ou un sentiment de jalousie. La gourmandise, donc ça le goût pour la nourriture. La luxure, donc là, c'est, le goût pour les plaisirs, charnels. L'orgueil, l'amour démesuré de soi. La paresse, le fait, en fait, de vouloir, juste, prélasser son corps et bah, tout ça, c'est des tentations que donne le corps et donc vraiment on peut les rapprocher du texte de Platon là qu'on vient d'étudier et qui nous détournent du soin de l'esprit. Alors du coup, pour les religions, c'est quoi le soin de l'esprit? Bah, c'est aussi la recherche de la vérité et c'est aussi le fait de de se mettre en relation avec la divinité par, la prière. Et je vous ai mis une petite illustration de cette pensée, de ce mode de pensée à la fois, platonicien et religieux, avec un livre qui s'appelle, enfin c'est un livre, qui réunit une correspondance, donc un échange de lettres entre Abélard et Héloïse. Donc c'est une véritable correspondance, hein, de personnes réelles.
au Moyen Âge, de mémoire au XIIIe siècle. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette correspondance? Eh bien, en fait, Abélard et Héloïse, ils sont amants. Heu, alors, ils voilà, ils s'aiment profondément et tout et en fait, ils sont pas mariés et la famille d'Héloïse va découvrir, cette union et pour se venger, ce que va faire la famille d'Héloïse, c'est qu'elle va couper elle va aller couper les parties génitales d'Abélard. Donc il va se retrouver castré et leur correspondance démarre par, ça et en fait, Abélard, loin de dire: «Oh là là, c'est horrible, je ce qui m'est arrivé, ta famille est horrible, ma vie est fichue», il va lui dire: «Oh, mais c'est une bénédiction! Enfin, je me suis délivré du coup de la luxure, du plaisir de la chair. C'est une félicité, je vais pouvoir prendre soin de mon esprit». Bon, voilà, c'est une illustration, on va dire un peu, extrême pour vous montrer, bah, comment, s'incarne vraiment cette pensée-là. Du fait que nous sommes, un esprit et que le corps, nous corrompt. Donc, transition. À l'issue de cette partie, nous avons compris que nous étions un esprit et que, distinct de la matière et en plus que nous, ressentions en nous, l'évidence du libre arbitre. En conséquence, nous avons bien un libre arbitre. Nous sommes donc bien responsables. Là, les enjeux, c'est quoi? Nous sommes bien responsables de nos décisions, et du coup, bah, les conséquences, voilà, si, on fait quelque chose de mal et ben, on peut être jugé, méchant, pour cela. Si, voilà, si on échoue, voilà, si on travaille pas à l'école et ben, on peut être jugé responsable pour cela. Alors on pourrait se dire: «Ah mais voilà, c'est les tentations du corps en fait, qui détournent l'esprit, du bien et de ce qui est bien pour lui». Mais on pourrait répondre: «Bah oui, mais maintenant, il faut que, le libre arbitre, prenne en compte ce qui est vraiment bien et c'est lui qui choisit le mal». Alors, heu, le problème donc je reprends, ce qu'on se disait avec, Platon. Le problème, c'est que, bah, en fait, les maladies, elles nous perturbent bien, elles perturbent bien le fonctionnement de notre pensée. Est-ce que en fait, l'esprit existe véritablement? Ne serions-nous pas plutôt notre cerveau? Et dans ce cas, si nous sommes notre cerveau, alors, bah, comme toute, chose matérielle, eh bien, il est soumis à des lois et dans ce cas, nous n'avons pas de libre arbitre. Et de même, n'avons-nous pas un inconscient? Là, je repars du cours précédent. On a bien vu dans le cours précédent il y avait plein de choses inconscientes qui se passaient en nous et sans doute qu'en fait, justement, c'est bien, des causes, qui déterminent nos pensées. Alors, on va se quitter là-dessus. Si bah, je vais vous envoyer le cours par écrit et on se revoit jeudi et donc peut-être que vous aurez plus le temps de digérer le cours et de me poser voilà et de pas hésiter à me poser vos questions, pour bien comprendre le cours. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite, une bonne journée et je vous dis à jeudi.